Il faut absolument, pour assurer la pérennité des données, s'assurer que les échanges pourront s'effectuer en OpenBIM, qu'on pourra, au travers des jumeaux numériques, gérer la donnée par le biais, entre autres, mais pas uniquement, puisque typiquement, quand on parle d'IoT, on n'est pas du tout dans le même type de standard. Il faut que l'OpenBIM aussi se développe, s'enrichisse. Nous, on essaye de le faire en signant des partenariats, notamment avec l'Open Design Alliance, ou Nvidia, etc. C'est des sujets qu'il faut absolument garder à l'esprit, qui sont en cours de maturation, puisque finalement c'est assez nouveau. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avons eu le plaisir de démarrer 2021 avec 6 de nos BIM influenceurs, à savoir Annelisa Di Maestri, Christophe Lheureux, Emmanuel Di Giacomo, Lionel Rey, Olivier Salnik et Yannick Ludzik. Dans cet épisode, Emmanuel nous présentera un bilan général autour du BIM et d'Autodesk. Il nous parlera de l'éducation, de l'écosystème des startups et pour finir, des tendances futures autour de l'automatisation, la robotique et la domotique. Dans cette année 2020 qui a été très difficile, comme le notait Christophe, qu'effectivement il est d'autant plus important finalement de numériser toute la filière du BTP, que ce soit donc là, au niveau de la maîtrise d'œuvre ou aussi de la maîtrise d'ouvrage. On s'est rendu compte, nous en tant qu'éditeurs, que le numérique, et on l'a vu au travers des chiffres finalement, le numérique et la collaboration étaient devenus primordiaux. On a eu, nous, littéralement une explosion des solutions de collaboration cloud, avec un nombre de projets qui a littéralement explosé. Il y a eu une toute petite, au tout début de la pandémie, finalement, on a vu une décélération de l'utilisation de certaines solutions, et ensuite on a eu un pic extrêmement fort qui continue à grimper sur l'utilisation de solutions de collaboration, notamment à niveau 3. On s'est rendu compte que ça permettait finalement, enfin on le savait, nous on en était convaincus, mais on voit en échangeant avec les professionnels que c'est ce qui leur a aussi permis quelque part de survivre à cette crise, car ça leur a permis de continuer à travailler depuis leur domicile, etc. D'où l'importance de continuer à promouvoir le numérique et la collaboration. C'est vrai qu'en France, on a souvent des difficultés par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a cette prise de conscience qu'effectivement c'est important, mais on se rend compte que finalement le marché et les professionnels ne réagissent pas forcément suffisamment rapidement par rapport à ça. Par ailleurs, ça c'est une réflexion que nous on a et que moi j'aime porter en fait au niveau français, c'est qu'il est aussi important d'embarquer les TPE et les PME dans cette transition numérique. On se rend compte au travers d'études qui sont faites, et là, nous on a quelques chiffres qui montrent aussi qu'en France, même si finalement les majors, que ce soit les entreprises de construction ou les grandes ingénieries ou les grandes maîtrises d'ouvrage, eux n'ont aucun souci, ce qui est tout à fait logique, à avoir effectué cette transition digitale et être au sommet de l'innovation. On se rend compte qu'on a toute une frange de la population du secteur de l'AEC, les TPE, PME, notamment dans le domaine du BTP, mais aussi pas mal finalement d'agents archers et de bureaux d'études qui ont du mal à franchir ce cap. Les chiffres d'adoption sont extrêmement bas, on est aux alentours entre 10 et 15%. Il faut absolument qu'on arrive à trouver un moyen, et ça c'est notamment les actions qu'essaie de promouvoir le plan BIM 2022 et ADN Construction. Il faut absolument arriver à les embarquer, sinon on risque d'amplifier la fracture qui existe finalement entre les TPE, PME et les grandes entreprises. Parce que malheureusement, elles n'ont pas tous les moyens, les ressources, et elles se sentent pas forcément prêtes à effectuer cette transition. Donc ça, c'est primordial. Il ne faut pas les oublier, c'est très très important. C'est d'autant plus important qu'on se rend compte qu'en Europe, ça avance très vite.
Je le rappelle souvent, hein, sur ABCD Blog, hein, quand on voit ce qui peut se passer au Royaume-Uni, le nombre d'études qui peuvent sortir quasiment de manière hebdomadaire sur les sujets notamment de l'industrialisation de la construction ou de la transition digitale, et sur finalement l'avancée de ces pays comme le Royaume-Uni, les pays nordiques, etc., mais même des voisins comme les Allemands ou les Italiens, qui sont en train de structurer la démarche BIM et tout ce qui touche autour de la standardisation autour du BIM. Nous, on a de ce point de vue-là énormément de choses, énormément de routes, de chemins à parcourir pour arriver finalement à les rattraper. Donc c'est important parce qu'on est dans un environnement concurrentiel. Le Royaume-Uni en a fait un cheval de bataille d'un point de vue économique. Hein. C'est tout le gouvernement, hein. C'est pas uniquement le ministère du Logement, etc. C'est énormément de ministères qui travaillent à ces sujets-là. Ils ont notamment des initiatives comme des initiatives au niveau du jumeau numérique national avec de vraies stratégies et tous les acteurs sont impliqués. Quand on voit les moyens que mettent notamment le Royaume-Uni avec 72 millions de pounds pour cette transition digitale, on a beaucoup encore de choses à faire. Hein. Ils réfléchissent, eux, justement, à l'industrialisation de la construction. Alors, c'est peut-être pas forcément adapté à toutes les situations, mais clairement, si on veut répondre aux besoins de demain pour construire de nouvelles infrastructures, pour construire, alors on parle au niveau international de 13 000 bâtiments par jour, il n'y a qu'une seule solution, c'est la numérisation du secteur. Et c'est l'industrialisation de la construction. C'est d'autant plus important avec notamment ce besoin de massification de rénovation énergétique. On n'y arrivera pas sans le BIM et sans les nouvelles innovations comme le generative design, l'intelligence artificielle. Par ailleurs, on a constaté aussi, et on le voit tous, une véritable prise de conscience au niveau de l'importance de la data et de l'importance finalement de la continuité de la donnée numérique tout au long du cycle de vie du projet. Hein. Christophe Lheureux l'a mentionné, ça c'est un véritable enjeu notamment pour la maîtrise d'ouvrage. Nous on le constate, il y a de plus en plus d'éditeurs dans le domaine notamment des jumeaux numériques. Et le jumeau numérique, on sait qu'il a plusieurs dimensions. Hein. Ça commence par ne serait-ce que faire une rétroconception, c'est déjà un semblant de jumeaux numériques. On voit, je l'ai dit précédemment, qu'au niveau du Royaume-Uni, il y a une stratégie nationale, National Digital Twin. Il faut qu'en France aussi, il y ait cette véritable prise de conscience. Et il faut que stratégiquement, tous les acteurs qui sont impliqués justement autour des sujets d'innovation, de numérique et de BIM réfléchissent sérieusement à ce sujet. Nous, on a commencé aussi à se pencher en mettant à disposition des plateformes depuis quelques années comme Forge, qui permettent à des acteurs comme Vinci Facilities ou Spinalcom ou Engie, etc., de développer aussi, alors en grande partie grâce à leur technologie, mais aussi en s'appuyant sur des plateformes comme Forge qui permettent de démocratiser ce type de développement de solutions, mais de commencer à développer des embryons de jumeaux numériques ou de solutions qui permettent de gérer les jumeaux numériques, parce qu'on peut plus continuer à fonctionner avec des solutions de GMAO qui datent de Mathusalem. Il faut vraiment faire évoluer ces choses-là, parce qu'on est à un moment où tout est en train de converger, le BIM, l'IoT, etc. Donc il faut vraiment aller très très loin. Et par rapport à justement ces notions de digital twin et de jumeaux numériques, on s'est rendu compte qu'il y a eu une accélération aussi, notamment à partir il y a maintenant peut-être 2 ans, autour de l'importance de l'open BIM. Il faut absolument, pour assurer la pérennité des données, s'assurer que les échanges pourront s'effectuer en open BIM, qu'on pourra au travers des jumeaux numériques, gérer la donnée par le biais, entre autres, hein, mais pas uniquement, puisque typiquement, quand on parle d'IoT, on n'est pas du tout dans le même type de standard. Il faut que l'Open BIM aussi se développe, s'enrichisse. Nous, on essaye de le faire en signant des partenariats, notamment avec l'Open Design Alliance ou NVIDIA, etc. C'est des sujets qu'il faut absolument garder à l'esprit, qui sont en cours de maturation, hein, puisque finalement, c'est assez nouveau.
c'est le fait que ça s'accélère, c'est lié au fait de l'accélération finalement de l'utilisation du BIM. Autre chose, un sujet qui nous tient à cœur aussi, c'est l'éducation qui tient à cœur à des personnes comme Olivier. On se connaît, nous, depuis plus de 30 ans avec Olivier. Les sujets d'enseignement du BIM, mais le BIM en tant que process et en tant que qu'est-ce que ça va changer dans les pratiques finalement des architectes, des ingénieurs, des entreprises de construction. Il faut absolument que, par exemple, le ministère de la Culture, le ministère de l'Industrie, à l'instar de ce qu'a fait le ministère de l'Éducation nationale en le rendant obligatoire dans les filières Bac Pro et Bac STI, je le redis à chaque fois au risque de me répéter, il faut que les écoles enseignent ce que le BIM va changer, mais pas en tant qu'outil presse-bouton, fabriquer une maquette BIM, etc. Qu'est-ce que ça va changer dans l'organisation et comment est-ce qu'on se prépare finalement à préparer les futurs professionnels de demain. Ça, nos voisins l'ont compris. Vous prenez l'exemple de l'Italie, par exemple. Dans les filières universitaires, ce sont d'ailleurs les universitaires au niveau national qui portent les sujets du BIM et d'innovation de manière générale. Il faut absolument que nous, de notre côté, on ait aussi cette prise de conscience et qu'on arrête de former uniquement des artistes ou des techniciens, même de très très haut niveau. Il faut qu'on forme des gens qui seront capables d'imaginer le monde de demain et qui feront comprendre aux professionnels que finalement la transition, par exemple énergétique, on ne la réussira pas sans numérique et sans BIM. Donc ça, faut absolument que ça évolue. On le voit, hein, d'ailleurs, on a beaucoup de professionnels qui arrivent notamment d'Afrique du Nord, qui sont super bien formés, qui ont des compétences extraordinaires, ou d'Italiens qu'on retrouve un peu partout. Nous, malheureusement, on ne peut pas en dire autant pour l'instant. Donc il faut absolument que ça change. Ensuite, le BIM, c'est un formidable terreau pour le développement de start-up. Et en France, on a la chance d'avoir des développeurs géniaux qui sont pas forcément du domaine du bâtiment à l'origine, mais qui vous développent des applications qui s'appuient sur le BIM ou sur les données du BIM pour améliorer le quotidien du chantier, la sécurité sur le chantier, l'optimisation des matériaux, le développement durable, etc. Donc le BIM, c'est aussi un formidable terreau pour les startups et c'est un formidable terreau de compétitivité pour les entreprises françaises, que ce soit au niveau français, mais au niveau européen. Et ça, faut absolument, et ça, c'est de la responsabilité du gouvernement d'aider justement, de financer et d'arrêter de donner uniquement 5 millions et d'imaginer qu'avec ça, on va développer une stratégie autour du BIM. Ensuite, je finirai en disant que dans les innovations, le BIM, c'est un épiphénomène. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer autour de, par exemple, l'intelligence artificielle. Nous, on a récemment fait l'acquisition de Spacemaker, une start-up incroyable d'un pays nordique qui permet aux urbanistes justement d'imaginer plusieurs solutions pour des quartiers en tenant compte de la partie développement durable et des startups. Il y en a de plus en plus autour de ces sujets-là. On essaye de démocratiser justement l'utilisation de l'intelligence artificielle et du generative design dans les solutions du type Revit, justement, entre autres. Ça, ce sont des sujets qui doivent se développer de plus en plus parce qu'ils permettent d'accélérer et de s'affranchir des tâches qui ne sont pas à valeur ajoutée. Donc, il y a l'automatisation aussi qui est un sujet très important. La robotique, on le voit, il y a de plus en plus d'exosquelettes sur le chantier, de puces RFID qu'on va retrouver un peu partout, qui permettent d'améliorer le quotidien des ouvriers, des personnes. Pour finir, je reviendrai sur le jumeau numérique. Le jumeau numérique, comme nous disent nos voisins britanniques, qui sont très bienveillants, c'est les données pour le bien public. Hein. Le jumeau numérique, c'est pas simplement moi en tant qu'entreprise être en avance par rapport à mes petits copains, c'est aussi qu'est-ce que ça va apporter à l'utilisateur final. Il y a nous en tant que professionnels de l'AEC, mais il faut avant tout penser aux utilisateurs finaux. Cette domotique dont on parle depuis 30 ans, Olivier le sait, moi j'en entendais parler au lycée quand j'ai fait mes études de Cauchy, eh bien la domotique, ça va s'appuyer sur les données du BIM, de l'IA, etc., du generative design. Donc construisons le monde de demain et travaillons tous ensemble main dans la main pour faire avancer les choses et ce sera positif pour tout le monde, mais je pense qu'on a la chance d'être dans un pays où il y a beaucoup de bonne volonté, où il y a des gens qui sont extrêmement innovants. Voilà, donc merci à toutes et à tous.